Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission d'Artemisia Wildy, votre rendez-vous 100% witchy sur Fusion Maxima. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et comme j'aime à le dire, j'espère que vos boissons enchantées sont prêtes, que vos bougies sont allumées et que vous êtes confortablement installés pour une nouvelle soirée 100% witchy. Ce soir, nous allons plonger dans un sujet fascinant et fondamental pour quiconque s'intéresse à la magie et au développement spirituel, les archétypes et leurs liens avec le Kabbale. Nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas, enseignant et chercheur de tradition spirituelle qui nous propose une vision unique de la magie, des archétypes et de la structure du monde à travers la division de la source. Dans cette émission, nous allons explorer donc les archétypes, qu'est-ce que c'est, quel est le rôle, qu'est-ce qu'ils jouent dans notre vie spirituelle et magique, comment la Kabbale offre une grille de lecture pour comprendre la structure de l'univers, les grandes figures archétypales comme la prêtresse, l'enchanteur, le guérisseur et j'en passe, avec la divination de la source, le rapport entre la pensée scientifique et spiritualité, comprendre le monde par la matière ou par le symbolisme. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit. Ce soir, nous plongeons au cœur des mystères des archétypes et de la Kabbale. Alors, qui est Nicolas ? Nicolas est un praticien et enseignant, comme je vous disais, des traditions spirituelles et mystiques. Nicolas explore les liens entre la magie, la Kabbale, la science et le symbolisme. Il a fondé Esteria et le Cercle des Sabbats, espace de transmission et d'exploration des traditions initiatiques. Son approche combine une lecture kabbalistique de l'univers et des forces qui nous entourent, une vision archétypale où chaque être incarne des figures spirituelles fondamentales, une recherche de pont entre science et spiritualité. Ce soir, il va tout nous expliquer. On a hâte de l'entendre. Bonsoir Nicolas, comment vas-tu ? Bonsoir, écoute, ça va très bien, merci pour ton invitation. C'est avec grand plaisir. Pour commencer, donc, je t'ai présenté à ma manière, mais tu es le mieux placé pour te présenter, nous expliquer ton parcours, ce qui t'a conduit à faire tout ça, donc je te laisse. À toi le micro. Merci. Écoute, j'ai eu une vie plutôt banale. Je suis un homme blanc, cis. J'ai grandi en France. Ma mère était, et toujours d'ailleurs, une femme aimante et bienveillante. Quand j'ai grandi, elle était assistante maternelle, donc très présente. Elle m'a élevé dans son exemplarité de mère qui prend soin, qui enseigne par l'exemple, qui écoute avec bienveillance et qui accueille. Et je pense que ça a beaucoup marqué l'homme que je suis aujourd'hui. Oui, ça aide. Donc voilà, je peux dire que j'ai grandi dans un cadre privilégié en tout cas, et j'en suis conscient et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ma vie a été plutôt douce. Voilà. Donc ça m'a construit aussi. Ouais. Et comment tu es arrivé dans le monde de l'ésotérisme ? Justement par le lien familial ou pas du tout ? Oui, alors plutôt pour moi, le prendre soin est déjà une forme de spiritualité. Mais du côté de mon père, quand j'avais 9 ans, il a eu un cancer. Et même si j'ai été un peu protégé de cet événement familial, j'ai vu qu'il y a un changement qui a opéré chez lui, qui s'est ouvert à une certaine prise de conscience, qu'il a ouvert à sa spiritualité au final. Il s'est tourné vers le yoga, grâce à ma mère. Il a découvert un enseignant, il a fait un voyage au Tibet avec ma mère. Et je pense que les enseignements bouddhistes ont vraiment transformé sa vie, et on peut même dire qu'ils l'ont sauvé. Et du coup, ça a fortement impacté ma spiritualité et mon ouverture à la spiritualité qui s'est fait très tôt finalement. D'accord. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est prof de yoga et il m'a initié à beaucoup de choses. Génial. Il m'a initié à beaucoup de sagesse. Ouais. Et du coup, c'est ça qui t'a conduit à t'intéresser à la magie des archétypes et à la Kabbale ? Ou ça a été le prémisse, mais c'est toi qui as découvert comment tout ça, de ça, t'en es arrivé à ce que tu fais maintenant ? Effectivement, comme mon père est rentré dans une quête spirituelle, il a exploré plein de choses et il m'a emmené avec lui, donc c'était vraiment formidable de pouvoir vivre ça avec lui. Je me souviens d'avoir rencontré le chamanisme à 12 ans dans une hutte de sudation. Génial. Au son des tambours, ça m'a vraiment ouvert à la magie des rituels, de l'animisme et du sacré en général. Il m'a payé ma première initiation Reiki quand j'étais ado aussi, donc ça m'a ouvert beaucoup de canaux.
Voilà, et puis ils m'emmenaient tous les mois à des conférences à Lyon de Patrice Brasseur, je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un théoricien des enseignements de Alice Bailey, qui est une grande dame de la spiritualité, qui a écrit beaucoup de livres là-dessus. D'accord. Et du coup, Patrice Brasseur apporte une vision astrologique qui dépasse nos intérêts humains et qui théorise le fonctionnement spirituel de l'univers, je pourrais dire. D'accord. En ancrant ça dans le réel et en essayant de nous amener à nous éveiller et à trouver une forme de spiritualité du quotidien. Ah, c'est chouette. Donc là, je suis vraiment tombé en amour avec la symbolique, quoi, à ce moment-là. Et après, plus tard, j'ai découvert les enseignements de Luc Biget, qui est un Français exceptionnel, d'Anne Rudyard, qui est un Américain, je crois, ou un Anglais. Voilà, donc j'ai plongé dans l'astrologie humaniste, comme on l'appelle, assez tôt, et au chamanisme. Donc c'est un peu les deux parcours qui ont fait mon chemin aujourd'hui, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, on va dire. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à créer Esteria, si je me trompe pas dans l'appellation? Ouais, c'est ça, c'est Esteria. Bah, en fait, ça a été à un moment donné de ma vie un carrefour qui a réuni toutes les pièces du puzzle, on peut dire. En 2019, je sais plus quel âge j'avais, mais j'avais 3 ans de boîte et j'ai fait un burn-out assez tôt. J'ai un peu été dégoûté du monde du travail. Et ça m'a poussé à me reconvertir assez rapidement. Finalement, j'ai fait une formation de coaching parce que c'était la seule que je pouvais me payer. Je savais pas trop. Je savais que je voulais être dans la relation d'aide et la relation de soins. Et c'était la seule que je pouvais faire. Donc j'ai fait du coaching et je suis vraiment tombé en amour avec la vision, en tout cas, qu'on m'a enseignée du coaching, de l'écoute, de l'attention et de l'émergence de l'inconscient par soi-même. C'est-à-dire accompagner l'autre à émerger par soi-même. C'est la maïeutique, au final. Et donc ces simples outils du silence et du questionnement pertinent ont vraiment été un bouleversement dans ma vie. Qui font que j'ai décidé de prendre tous ces enseignements spirituels que je gardais à côté sur mon plan des loisirs et mon travail pour regrouper tout ça dans une école des sagesses, on pourrait dire. Ouais, parce que tu as plusieurs choses. Vas-y, explique-nous ce qu'est Esteria et le cercle des sabbats. Alors Esteria, c'est né justement à ce moment-là où j'ai fait mon burn-out, d'un rêve que j'ai fait. Je me suis réveillé un matin, j'avais téléchargé des trucs, je pense. Ouais. Et j'ai eu cette vision du Nil qui était né de la fusion entre une étoile et une âme humaine, et qui était un peu un lieu protecteur dans lequel on pouvait se déposer, être pleinement soi-même, sans la peur du regard des autres, tout en essayant d'explorer cette singularité qui fait qu'on est unique, et se rapprocher un peu de cette âme qui nous habite. Voilà, c'est cet imaginaire-là que j'ai créé autour d'Esteria. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à Esteria? Qu'est-ce qu'on apprend? Eh oui. Eh ben, on apprend ce qu'on a besoin d'apprendre, j'ai envie de dire. J'essaye d'être le moins dogmatique possible. L'idée, c'est toujours d'avoir cette approche-là de découvre-toi, va vers toi, apprends à te découvrir. Donc, ça passe par des challenges, ça passe par des enseignements, ça passe par des rencontres, le fait de parler, de s'exprimer, d'exprimer qui on est. Donc on a beaucoup de cercles de parole, on a des enseignements, on a des challenges, voilà. Mais c'est aussi de s'amuser parce que... On est quand même d'accord que c'est sur un côté ésotérique, magique. Ah oui, on est d'accord. Voilà, parce que... on parle en détail de... Non, mais là, tu parles version, voilà, bien-être, coaching et tout, ok, je l'entends, cercle de parole. Mais le but, c'est d'apprendre la magie ou pas à Esteria? Eh ben, c'est d'apprendre sa magie. Ah, ben voilà. S'imprègnant de l'ésotérisme et des pratiques ésotériques, c'est sûr. C'est ça la base. Et le cercle des sabbats, bon, je pense que ça porte bien son nom, c'est un regroupement de célébrations de sabbat. C'est bien ce qui me semble. Entre autres, ouais. On se retrouve chaque sabbat pour un rituel, pour explorer chacun de ces sabbats et pour s'explorer soi-même aussi. On a aussi un lien avec l'astrologie, donc on fait des challenges liés au zodiaque. On a aussi des personnes qui viennent nous parler de l'extérieur. On a reçu Ketia d'Astra, Twig Tarassak il n'y a pas longtemps. L'idée, c'est d'ouvrir, en fait. C'est vraiment une école d'ouverture. D'accord. L'idée, c'est d'aller explorer et de sentir à un moment donné qu'il y a quelque chose qui va parler plus que le reste. Et c'est vraiment ça que j'essaye de créer à Esteria, c'est des épiphanies. Et surtout, se rappeler qu'on n'est pas seul, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être chacun de son côté. Et là, au moins, ça rassemble, ça fait du bien. Non, mais c'est certain. Ouais. Après, moi, l'astrologie, je l'ai déjà dit dans mes émissions, mais c'est quelque chose que j'adore, qui me fascine, mais que je n'ai absolument pas étudié encore, parce que c'est quand même
un gros morceau. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, il faut le temps. Et pour l'instant, je ne l'ai pas. J'ai que 24 heures, comme tout le monde. Bon, comment définis-tu les archétypes et en quoi influencent-ils notre chemin spirituel et magique? La base, déjà, pour toi. Ils le font qu'on le veuille ou pas, qu'on en ait conscience ou pas. Archétype, ça vient du grec archétoupon, qui veut dire modèle primitif, on pourrait dire. C'est un peu une grille originelle du monde du sens. Ouais, c'est la base, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on retrouve pas mal de traces de l'archétype avec Platon dans sa théorie des idées, par exemple. Ouais. Et c'est surtout Carl Gustav Jung qui a vraiment théorisé le monde du sens et qui a donné ce nom d'archétype. Et il y a aussi un Savoyard, parce que je viens en Savoie, qui s'appelle Gilbert Durand, qui a aussi théorisé ça. Et je trouve que c'est une belle approche aussi. D'accord. Mais on peut dire que l'archétype, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, qui rassemble tout, qui est présent dans toutes les civilisations en même temps. Et on l'a souvent découvert à travers les histoires. Ce sont des forces universelles, je pourrais dire, des figures de l'âme. C'est un peu ce qui quadrille le monde du sens, ou le monde invisible. Ouais. Ouais, j'ai envie de te dire oui, mais un peu plus de détails pour qu'on comprenne mieux. Ok, c'est la base de toute création, si je comprends bien, ou d'humain, ou vas-y. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais les auditeurs, s'ils comprennent pas ce qu'est un archétype, là, ils ont du mal. Et ouais, non, mais j'essaye de t'aider, en fait. Merci, c'est gentil. Et en fait, c'est pas facile de comprendre l'archétype parce que ça nous dépasse. Ce que je peux essayer de dire, c'est que souvent, on voit le monde comme quelque chose de matériel parce qu'on vit dans un monde de matière. Ouais. Et on peut dire que, par exemple, l'atome serait la brique constitutive du monde de la matière. C'est-à-dire qu'on assemble des atomes, ça fait des choses qu'on peut toucher. Jusque-là, on est OK. Voilà. L'archétype, pour moi, à mon sens, c'est la brique constitutive du monde du sens. On pourrait dire que je suis matière et que mon cerveau émet quelque chose qui me fait penser. Moi, ce que j'aime à croire, c'est qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté le corps, la matière, et d'un autre côté une entité qui serait invisible, qui serait immatérielle, qui serait le monde du sens. Et donc, ce monde du sens, il est constitué de briques qui sont les archétypes. Donc, l'idée, c'est pas d'aller chercher un archétype parce qu'il est vraiment, c'est un monde de sens infini, donc ça nous perdrait. Mais l'idée, c'est de les assembler pour essayer de comprendre comment est-ce que ces archétypes-là influent qui je suis. Ouais, je comprends. C'est beaucoup plus clair. Ça va mieux. Je t'en prie. Maintenant qu'on comprend un peu plus ce qu'est un archétype, comment ça influence la spiritualité et la magie? Je pense que ça serait bien de prendre un exemple pour essayer de comprendre. Oui, vas-y, donne un exemple. Prenons un archétype plutôt connu, on va partir du scorpion en astrologie par exemple. Donc encore une fois, c'est difficile de le définir parce que c'est un monde infini de sens qui peut s'ancrer dans la matière de 1000 manières différentes. C'est-à-dire que l'archétype est... J'aime bien prendre cette image d'une météorite. Une météorite, c'est inaccessible, on ne pourra jamais aller attraper une météorite dans l'espace. Elle est inaccessible. Mais à un moment donné, elle va rentrer dans notre système Terre, et donc elle va se dégrader nécessairement, mais elle va devenir plus digeste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va s'enflammer, elle va se réduire, et elle va arriver sur Terre sous une forme d'un petit caillou. Et donc nous, l'accès à l'archétype, il se passe par les histoires. Les histoires qu'on se raconte, les histoires qui bercent notre enfance, les histoires qu'on se raconte en tant que société aussi, tout ça, c'est des archétypes. Et c'est difficile de revenir à la source de l'archétype parce qu'on n'en voit que les effets. C'est un peu comme s'il y avait un bateau invisible sur l'eau et qu'on voyait que ces sillages, en fait. On n'aurait pas l'image du bateau, on ne saurait pas ce que c'est, mais on verrait ses effets dans le monde. Donc en gros, un archétype, c'est nos ondes, ce qu'on arrive à dégager. Alors, non, pas du tout. Comment dire? En fait, l'archétype, il a deux réalités. Il a une réalité intrinsèque et qui va avoir une influence sur nous en tant que monde. Donc on va le subir. Ou aller dans son sens en tout cas, ça c'est la démarche de comprendre les archétypes pour essayer de les inclure dans notre vie. Mais on a aussi des archétypes à l'intérieur de nous, c'est-à-dire des constructions qu'on s'est faites en tant qu'individu. Et donc ces deux manières dont l'archétype a d'exister, elles vont être corrélées, c'est-à-dire que
quand je suis dans le signe du Scorpion, bah forcément, ça va déclencher en moi quelque chose de l'ordre de l'introspection profonde. Et donc, en fonction de mon parcours de vie, ça va venir toucher des choses différentes chez chacun. Mais cette essence-là de le Scorpion égale introspection, hein, c'est très réducteur, mais ça me donne une idée. C'est quelque chose qui est latent, quoi. Si je pourrais exprimer ça d'une autre manière avec une image, c'est un peu comme si j'étais dans ma voiture et que j'allumais la radio. Ma radio, elle va capter des ondes. Ouais. Toutes les ondes sont présentes, toutes les ondes de toutes les radios sont là. C'est juste que la radio va me dire des choses qui vont me toucher d'une manière unique. Même si le message est fondamentalement le même. D'accord. Oui, et ce qui est intéressant aussi avec cette image et les archétypes, c'est que tout est présent. C'est-à-dire qu'on peut accéder à tous les archétypes en permanence. C'est juste que, en fonction de si on est plus proche d'une antenne ou d'une autre, on va capter des ondes de manière plus ou moins claire. On est d'accord. Et c'est pour ça que c'est intéressant de rentrer dans la compréhension des archétypes et de la roue de l'année en général. C'est qu'il y a des archétypes qui parlent plus fort à des moments de l'année. Et donc c'est intéressant de se dire, bah, comme ils sont présents, autant les utiliser. Et donc automatiquement, ça influe la magie. Et ça, c'est... Ceci explique cela. Peux-tu nous expliquer ta vision de la source qui se divise et comment cette structure s'applique à l'univers et à notre réalité? Oui, c'est un gros morceau encore. Et oui, non, mais c'est pas méchant, mais avec toi, on n'a que des gros morceaux. Et c'est intéressant. Alors, on t'écoute. Ça marche. Alors, très vite dans ma spiritualité, il a fallu que je mette de l'ordre pour tout ce qui influait en moi. Ouais. Et c'est passé par une certaine forme de mysticisme. Le mysticisme, c'est comment est-ce que moi, en tant qu'individu, j'essaye de communier avec le divin. Et ça passe pour moi par une cosmogonie. Alors la cosmogonie, c'est dans toutes les civilisations et dans toutes les religions, c'est comment est-ce que on s'imagine que l'existence a été créée, comment la vie est née. C'est ça la cosmogonie. Et donc en fonction, on va se raconter que voilà, chez les Grecs, ça va être complètement différent de certaines religions, mais fondamentalement, et justement c'est intéressant de faire cet exercice-là, c'est si on va chercher toutes les religions et toutes les mythologies et qu'est-ce qu'elles racontent de semblable, on va trouver cet archétype justement. Et donc dans ma cosmogonie, je me suis raconté qu'il existait une source que certains appellent Dieu, que moi j'appelle la source, mais qui est une entité fondamentale. Et cette source-là, à mon sens, et encore une fois c'est ma cosmogonie, elle m'appartient, donc voilà, c'est hérité de mon esprit malade. Non, mais c'est pour ça que j'ai des invités toutes les semaines différentes. C'est ça, ouais. Dans l'émission, le but, c'est de donner la parole à tout le monde. Et voilà, on a chacun notre vision, on a chacun notre pratique. C'est ça qui est intéressant. Donc, reste à l'aise, tout va bien. Donc, ta vision à toi, on continue. Donc, la source. Cette source, c'est quelque chose de neutre qui est sans intention ni forme. On pourrait dire que c'est comparable à une graine symboliquement, c'est-à-dire qu'elle contient en elle tous les potentiels. Et à un moment donné, dans sa vie, elle s'est posé la question « Qui suis-je » Et de ce « Qui suis-je » est né un mouvement vers l'avant, c'est-à-dire « Ok, comment est-ce que je fais pour savoir qui je suis » Déjà, il faut que j'ai un regardant et un regardé. Il faut que j'ai quelqu'un qui m'observe et moi qui me sens observé. Donc à ce moment-là, la source se divise nécessairement en deux. D'un côté, une polarité qu'aujourd'hui on appelle féminine, même si c'est problématique. On va plutôt dire un yin. Et de l'autre côté, un yang, c'est-à-dire une énergie qui va être introspective, qui va être dans l'observation de soi. Pourquoi on n'a plus le droit de dire féminin, masculin? Non, on a le droit. C'est juste que ça peut appeler à certains amalgames en disant que voilà. Ouais, mais ça. Ouais, ok, j'avais. On peut dire énergie féminine. J'avais pas capté ça. Oui, non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je suis très ouverte. Voilà. Alors là, comme c'est mon émission, je peux le dire. Non, j'ai aucun problème avec LGPD, j'en passe, et des meilleurs, bien au contraire. Moi, j'accepte beaucoup de choses, mais on a de toute façon, en tant qu'humain, une part de féminin et masculin, chacun, qu'on soit un homme ou une femme. Je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. En fait, c'est pour éviter cet écueil qu'on a tendance à faire, qui est un raccourci de l'esprit, de se dire que si j'entends féminin, sacré, je pense à la femme en tant qu'être biologique. Ce qui n'est pas le cas. Donc, effectivement, il faut l'entendre sur le plan symbolique. Il faut l'entendre sur le plan symbolique. Ah non, mais j'ai des auditeurs intelligents, t'inquiète, tout va bien.
Donc cette source-là se divise en deux. D'un côté, le féminin sacré, d'un côté, le masculin sacré. Le féminin sacré, c'est une énergie qui entre à l'intérieur de soi-même, qui est plutôt immobile et observatrice. Et le masculin, c'est quelque chose qui va s'étendre, se répandre, voilà, aller vers l'extérieur. Donc on a une énergie qui va vers l'intérieur, une énergie qui va vers l'extérieur. Et ça permet à ces deux entités de s'observer, de se découvrir, de se rencontrer pour essayer de se comprendre. Le problème, c'est que une fois qu'on a lancé cette chose-là qui est qui suis-je, et ben en fait, il faut aller jusqu'au bout. À mon sens, la naissance, cette question-là a créé l'univers au sens où l'univers a décidé de expérimenter chaque probabilité de l'existence. Et à travers le fait de faire exister dans la matière tous les possibles, il va pouvoir se comprendre, et ensuite, une fois que tous ces possibles ont été vécus, il va pouvoir se refermer et comprendre qui il est à travers toutes ces expériences-là. Et donc j'aime à croire que, en tant qu'individu, on est une part de cette compréhension du divin pour lui-même. D'accord. Oui, c'est une totale vision différente sur pas mal de points au final. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, cette division, pour moi, elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'elle a créé le monde tel qu'on peut l'expérimenter aujourd'hui. Et donc comprendre ces archétypes, même si c'est impossible de le faire, mais en tout cas, aller vers ces archétypes, c'est aussi essayer de comprendre qui on est nous-mêmes. Ouais, c'est ce que j'avais compris. Et le fait de mieux se comprendre, nos ondes qu'on dégage seront mieux maîtrisées. Ok. Et d'ailleurs, on peut se poser cette question-là, hein, si on regarde le féminin et le masculin en soi, qu'est-ce qui a besoin d'être observé à l'intérieur de nous? Que ce soit des émotions, que ce soit des blessures. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a besoin d'être extériorisé? C'est-à-dire, quelle est la marque que j'ai envie de laisser dans ce monde? Et c'est important de se poser ces deux questions. Oui, je suis d'accord. Comment cette division originelle conduit-elle à l'apparition des 4 éléments et des archétypes tels que les prêtres, l'enchanteur, le guérisseur que tu me parlais? Et du coup, dans cette course-là de création de l'univers qui va être de plus en plus, qui va être exponentielle, on peut dire qu'il y a une certaine hiérarchie, ou du coup une descente de l'archétype de la source, qui s'est divisée une fois en deux, donc d'un côté féminin et d'un côté masculin. Un peu comme la division cellulaire quand un enfant naît, voilà, il commence par une cellule, ensuite 2, ensuite 4. C'est un peu cette idée de foisonnement exponentiel. Donc ce qui s'est appliqué pour la source, c'est-à-dire une division en deux, va aussi s'appliquer pour les deux parties qui ont été divisées. C'est-à-dire que le masculin sacré va être divisé dans une polarité féminine et dans une polarité masculine, et le féminin sacré va être divisé dans une polarité féminine et une polarité masculine. À mon sens, l'histoire que je me raconte, c'est que quand ces deux entités masculin et féminin se divisent en deux, on obtient 4 choses qui sont, à mon sens, les élémentaux, les 4 éléments. Alors encore une fois, quand je parle des 4 éléments du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, je ne parle pas du feu au sens du feu de foyer, mais je parle du feu au sens symbolique. Donc ce masculin sacré se divise en un masculin sacré, donc le masculin sacré du masculin sacré, c'est un feu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va sortir de soi de manière foisonnante et virulente, et qui peut être comme le feu, c'est-à-dire dévastateur. Et inversement, le féminin du masculin sacré, ça va être l'air, c'est-à-dire quelque chose qui va s'extérioriser de soi et qui va créer le mental. Donc le masculin sacré se divise en deux, le feu qui va être l'intuition et l'air qui va être le mental. Et le féminin sacré, lui, va se développer en deux, encore une fois. D'un côté, un féminin sacré qui s'extériorise, donc c'est l'eau, c'est les émotions qui se répandent, et un féminin qui va s'intérioriser, ça va être la terre, c'est-à-dire la matière, le corps. Et donc à partir de cette logique de tout se divise en deux, on va arriver à une arborescence qui va être de plus en plus grande, et qui va donner naissance à des archétypes de plus en plus dégradés et de plus en plus compréhensibles. Ok. Et en quoi la Kabbale apporte-t-elle une grille de lecture pour comprendre les archétypes et leur rôle? Alors, la Kabbale, c'est un monde de sagesse. L'idée, c'était de partir du texte sacré, qui est la Bible, et de la voir comme une carte qui nous montrerait l'univers et comment il est structuré, et comment notre âme aussi y trouve sa place. C'est pas seulement, à mon sens, une affaire de symbolisme, mais c'est vraiment une démarche active et exigeante de nous, humains, qui essayons de comprendre
c'est ce divin, dont on a très peu de mots pour l'exprimer au final. Donc le kabbaliste, il va pas se contenter de méditer les lettres, il le fait, mais il va aussi les décrypter, que ce soit mathématiquement, phonétiquement, mystiquement, pour accéder à une certaine connaissance de Dieu. Voilà. Donc dans la Kabbale, c'est-à-dire que j'ai un texte devant moi qui est assez conséquent, hein. Ce texte est composé de lettres, alors à l'origine c'est des lettres hébraïques, et ben ces lettres-là, ce sont pas juste des lettres. Chaque symbole est un monde qui porte un son. Par exemple, pour la lettre Aleph, ça va être le A. Il va porter aussi une valeur numérique, qui va être le numéro 1, en l'occurrence, pour Aleph, et qui va créer un archétype, c'est-à-dire un monde de sens. Par exemple, Aleph, dans sa symbolique, c'est l'élan premier, c'est la volonté créatrice de Dieu, le souffle créateur, c'est le début de la pensée et du potentiel divin qui se déploie, on pourrait dire. Donc c'est cette source-là qui se pose cette question, qui suis-je finalement? Moi, il y Donc a... Aleph est autant... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Aleph. Aleph, c'est à la fois le commencement et la fin, du coup. Parce que, comme dans cette histoire de la source qui est unique, qui est neutre, se pose cette question, se répand et se termine. Et voilà. Et en fait, ça se fait en un claquement de doigts à l'échelle de la source. Cette découverte de soi, elle est instantanée. C'est juste que nous, on est figé à l'intérieur de cette réflexion, dans un corps qui s'est dégradé pour vivre une expérience unique. Ok. Alors moi, il y a une question qui me turlupine à force de t'écouter. Donc là, tu parles de la Bible, tu parles du divin. Donc ça reste une démarche très catholique, au final, à la base. Alors que tu as le cercle de sabbat à côté. Et les sabbats n'ont rien à voir avec le catholicisme. Donc, On a raison, je suis d'accord. Voilà. Donc là, il faut que tu m'expliques. Tout de suite, s'il te plaît. Ça me perturbe. Alors, effectivement, si on rentre dans cette réflexion religieuse d'un Dieu unique, ouais. face au paganisme qui reconnaît des dieux multiples, c'est ça. Pour moi, c'est pas un sujet. Parce que je reconnais à la fois un Dieu unique et à la fois des dieux multiples. Parce que ce Dieu unique, c'est la source dont on a parlé. Ouais. Et à l'intérieur de ce questionnement qui crée l'univers, il existe tout un tas de choses. Et en fait, c'est juste une question d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a, à mon sens, un Dieu unique que j'appelle la source, et qu'on appelait Awen. Et à l'intérieur de ces univers, il existe d'autres dieux qui ont d'autres fonctions. Et en fait, chaque individu, en tant qu'humain, est aussi une forme de divinité. C'est-à-dire que les choses ne s'excluent pas. Elles se synthétisent. C'est-à-dire que moi, se complètent. à l'intérieur de... Elles se complètent, oui, pardon. Moi, à l'intérieur de moi, j'ai une part de divin. La Terre, en tant qu'entité pensante, est une forme de divinité à laquelle on peut apporter nos questionnements, on peut apporter nos souffrances. Elle va nous écouter, elle va nous entendre, elle va nous accueillir. La rivière qui est à côté de chez moi possède une divinité. Enfin, et la source n'exclut pas l'ondine qui traverse mon ruisseau. Ou Thor qui lance ses éclairs. J'aime beaucoup. Non, sincèrement, parce qu'il y a cette pas guéguerre, j'aime pas employer ce mot-là, mais parce qu'en magie, j'arrête pas de le dire, hein, on peut croire à ce qu'on veut et faire de la magie, on peut croire à ce qu'on veut et pas en faire, et on peut faire de la magie sans croire à quoi que ce soit. Ça reste personnel. Mais c'est vrai que là, il y a... on a fait la magie italienne, la magie italienne d'ailleurs, est très mélangée avec des symboles et tout catholicisme, mais ne crois pas, enfin c'est pas une croyance en l'Église, c'est plus une croyance, voilà, au divin, à certains symbolismes. Faut pas mélanger magie italienne et accro à l'Église, c'est deux choses complètement différentes. Et quand on parle de magie, souvent, voilà, on ne voit que les païens, que je suis, hein, pas de souci, mais qui vient aussi, je viens aussi d'une famille catholique. Moi, rien ne me gêne dans l'histoire, mais je veux surtout pas casser du sucre ni sur l'un ni sur l'autre, c'est absolument pas mes propos. Mais c'est vrai que ta vision permet d'allier tout, en fait, sans se poser de questions. Ça découle de sources. On se sent moins tiraillé à savoir où on doit se positionner, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui me disent mais si je crois à ça, est-ce que j'ai le droit à ça? Mais ça n'a rien à voir, ne vous sentez pas tiraillé du tout
du tout. Si ça résonne avec vous, faites. Et puis, il y a des païens qui ne supportent pas l'idée qu'on puisse se baser sur du catholicisme, du divin, ou j'en passe et des meilleurs. Alors que, moi, j'aime à dire qu'il y a une énergie qui connecte l'équation parfaite de la vie. Et c'est grâce à ça qu'on peut arriver et qu'on a tout ce qu'on a et qu'on peut influencer. Alors, c'est pareil, là, je ne sais pas si on comprend bien mon dialecte que je viens de dire, mais... Voilà, c'est quelque chose. Et là, je trouve que tu l'as très bien exprimé. Donc, c'est chouette, ça fait du bien. Ouais. Oui, puis en théologie, on parle de CO. Ah, ça a coupé. Qu'est-ce que tu... Ah, pardon. Ouais. Désolé. Le son est différent d'un seul coup en plus. Je pense que c'est mon micro qui... Ah, retire le micro. On n'a pas besoin du micro. Ton téléphone est très bien. Non, là, ça fait trop d'écho. Prends ton téléphone à la main, ça ira très bien. C'est bon. Oui, beaucoup mieux. Désolé, je sais pas pourquoi c'est instable. Tout va bien. Vas-y, reprends. Oui, du coup, on parle de syncrétisme Oui. Comme un gros mot, c'est-à-dire le syncrétisme, c'est le de mélanger des divinités. À mon sens, c'est pas du tout un gros mot, et au contraire, ça m'empêche pas. Moi, quand je vais me balader, je prie Hécate au carrefour, et quand je rentre à la maison, avant ma méditation, je... Jésus, et c'est ok en fait. Parce que... Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime du côté païen, c'est qu'on croit à plusieurs dieux et à plusieurs choses. Moi, me cantonner à un endroit fixe, je bouge plus, non. Non, la vie, elle évolue, puis ça résonne pas. Donc, tout va bien. C'est ça, et puis c'est ça l'ouverture au final. C'est ça. Alors, là, on va se quitter pour une pause musicale, et comme ça, on va essayer de réparer le problème technique parce que ta voix vacille et je pense que tu as un problème de micro. Mais ça va nous permettre d'écouter la playlist que tu nous as préparée. On se retrouve dans 2-3 chansons. Ça te va ? Ça va, merci. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Ça fout la frousse, mon truc t'étouffe comme le couscous. Et la grosse secousse dans la brousse pourvu qu'elle soit douce et sincère. Jamais faux cul comme le MEDEF et c'est bornes Toulouse. Comme les responsables d'AZF, c'est Mururoa. Toxique comme la morora, tu murmures. Ça te rend tout comme un koala, t'es zona. Mon truc t'attaque comme un zona. Repense à tous ces zoos, dans ta chambre tu zonas. Reste zen, arrête de t'en foutre dans le zen. Stup, c'est de la drogue, va l'écrire dans ton magazine. C'est comme Materazzi et Zinedine. Et je te shoot dans la tête, envoie ton crâne jusqu'aux Philippines. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. Quel charivari, ça balance grave à Paris. 894 membres, parfois ça varie. Me pompe pas ma façon de crier. Où c'est tribunal, le gang des motards sera resté original. Quel gabegie, ça se castagne au CIDJ. Noir et ma magie, mais jamais ça c'est assagi. Profil bas, je suis pas très pisse ni en bas là-bas. Il restera entier ce mystère au chocolat. Sous mes toits, rencard à 4 heures sur le toit. Amène tes arguments, j'amènerai mon nunchaka. Ma colère gronde, je te ferai cuire au micro-ondes. J'irai pisser sur ta tombe, ce sera immonde comme la fin du monde. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. Knick-knack, padiwak, c'est rascar capac. Ma technique te slack, mon meilleur pote c'est mon Mac mec. J'aime mon hamac mais ma technique te nique. J'suis trop esthétique quand j'ai bu de gin tonic. Époque en toc, que le grand cric me croque. Bla bla bla, fuck le rock et le baroque. Dans peu de temps, je serai la coqueluche. Y'a trop de cons qui lèchent. Rien pour me serrer la paluche. Ma stupzik fout des hématomes. Et y a pas de mal, vu l'état de la zig dans l'hexagone. Ça fait poum poum tchac. Mon truc te déstresse la nuque mec. Accroche-toi au rideau, quand je déboule ça fout la frousse. The crew, it's just another way of thinking.
te demandes si tu es une bête féroce ou bien un saint. Mais tu es l'un et l'autre, et tellement de choses encore. Tu es infiniment nombreux. Celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. Trompe-toi, sois imprudent, tout n'est pas fragile. N'attends rien que de toi, parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être. Faire des trucs pareils. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Qu'est-ce qui va pas? Parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire. Mais non mais c'est des conneries tout ça, tu le sais. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. On s'en branle, c'est pas important. Moi je te trouve magnifique. Depuis la première fois que je t'ai vu d'ailleurs, je m'en suis toujours parmi. Et puis comment je ferais sans toi moi? Et puis comment l'univers il ferait sans toi? Ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible. Alors faut pas pleurer, parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller. Parce qu'on est de ceux qui guérissent, de ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle. Pas de ceux qui disent que lorsque l'étape bouge, c'est que quelqu'un les pousse du pied. Et un jour tout ça on n'y pensera même plus. On aura tout oublié, comme si ça avait pas existé. En attendant, passe tes bras autour de mon cou si tu veux. Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu nous entends le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends la honte, tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends la tristesse, tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Tu nous entends la mort, tu nous entends? Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur, tu peux tirer tout ce que tu veux. On avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça, c'est fini. Tu nous entends la dignité, tu nous entends? Si tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends l'amour, tu nous entends? Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais depuis on a compris. Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans. Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends l'univers, tu nous entends? Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends, tu nous entends? Si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais. On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre. Et dans nos têtes y'a un blizzard. Teubé mystique, loser au grand cœur. Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules, qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime, que la vie est un casse, tu sais, que leur putain de piment rouge. Nique sa mère le blizzard. Nique sa mère le blizzard.
endormi depuis de longs mois. Ville, on s'agace quand on parle de toi. L'hiver a duré trop longtemps et les passantes affairées dans tes rues ne te regardent plus. On ne t'aime plus. On te traverse sans prendre le temps d'admirer tes talents. Quand d'un coup miracle il neige et par la force des choses on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres, on te regarde renaître sous une pluie de paillettes. Les cœurs se soulèvent et dans un grand silence on retombe en enfance. Soudain vêtu d'un voile blanc, ville, tu rayonnes au milieu de la nuit. Ce soir c'est toi la plus jolie. Même tes poubelles qu'on ignorait la veille sont devenues des visages qui dégueulent des nuages. On te traverse, ce soir on prend le temps d'admirer tes talents. Car cette nuit miracle, il neige et par la force des choses, on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres. On te regarde renaître sous une pluie de paillettes. Les cœurs se soulèvent et dans un grand silence, on retombe en enfance. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilà. Tu es toujours là, Nico. On a réglé le problème. Eh, nickel. Super. On va commencer par des questions d'auditeurs un petit peu quand même. J'ai Elodie. Peux-tu incarner plusieurs archétypes dans une même journée selon les situations ou les personnes que l'on croise? J'ai envie de dire oui. En fait, les archétypes, c'est pas facile parce que comme ils sont inconscients, ils se manifestent et en permanence. Et des fois, dans une journée, effectivement, on va traverser plusieurs archétypes. Et comme on est influencé par les autres individus qui, eux aussi, portent des archétypes différents, forcément, ça va faire un joyeux mélange, qui parfois est détonnant, qui parfois fait du bien aussi. L'idée, c'est, avec le symbolisme en tout cas, d'essayer de comprendre ce qui se joue et de plus seulement subir ces énergies qui sont autour de nous, mais d'essayer de les détecter. Par exemple, de dire, là, je suis dans un rapport de force, et donc peut-être que j'ai besoin de faire appel à la magicienne pour exprimer clairement qui je suis et comment exprimer un stop, en fait, juste tout simplement. Et c'est aussi l'avantage de comprendre les archétypes et de travailler avec, c'est-à-dire qu'on peut les invoquer à un moment donné, en nous, à l'intérieur d'eux. Et donc ne plus retomber dans nos schémas archétypales classiques, mais justement d'aller invoquer les archétypes dont on aurait besoin, et qui vont nous aider à transformer notre existence, finalement.
Ok. Après, tu as Mathieu. Est-ce que les archétypes peuvent évoluer à travers les cycles astrologiques ou les retours de Saturne? Alors, deux questions. Les archétypes n'évoluent pas au sens où ils sont fondamentaux. C'est-à-dire ils sont toujours les mêmes et c'est des puits de sens. Par contre, nous, au contact des archétypes, on évolue. Et donc, effectivement, au retour d'Uranus, il se passe des choses Saturne. qui font que... Là, c'est Saturne. Saturne, pardon. Oui, bah en fait, n'importe quel retour, hein. À partir du moment où il y a une planète qui transite, à un moment donné, il va se passer quelque chose en nous, de l'ordre de l'opportunité, et j'insiste là-dessus parce que tout est laissé à notre libre arbitre. C'est-à-dire que, de manière générale, les choses arrivent, et les énergies sont là. Des fois, on les voit pas venir, et du coup, on les subit. Sauf que si on s'intéresse justement au retour des planètes et à nos placements, eh ben, on comprend ce qui va se jouer pour nous. Et c'est pour ça que l'astrologie, c'est intéressant de l'avoir sur le plan de la naissance pour comprendre nos potentiels, mais c'est aussi intéressant de l'avoir chaque jour et dans son évolution pour comprendre quels vont être les enjeux de notre vie actuellement. Maintenant, tu as Manon. Y a-t-il un lien entre les archétypes et les cartes du tarot? Peut-on les associer? Alors, les cartes du tarot sont des archétypes. C'est-à-dire qu'une carte, à l'intérieur d'une carte, il y a des symboles qu'on peut explorer d'ailleurs. Et donc cet ensemble de symboles font appel à des archétypes. Et donc en fusionnant ces symboles, on a une image unique qui est à la fois un ensemble de sens. Et donc nécessairement, quand on regarde une carte, on fait appel à notre inconscient et aux archétypes qui sont dessinés sur cette carte. Et donc forcément, on peut les fusionner. On peut mettre un ensemble de sens à côté d'un autre ensemble de sens. Et l'avantage de la carte, et c'est ça sa magie, c'est qu'elle va éveiller en nous des symboles en lien avec notre histoire actuelle. Et c'est ça qui fait que le tarot est transformateur, parce que chaque carte parle de manière unique à chaque personne. Et c'est ça aussi la magie des archétypes, hein. C'est que l'archétype a cette capacité à parler sans détour à notre cœur. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que c'est aussi un peu la base de l'explication des archétypes. C'est ça. Et voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de remonter au sens. On a Clémence. Un archétype peut-il être blessé? Et si oui, comment le reconnaître et le réparer? Alors, encore une fois, l'archétype n'est pas blessé, parce que être blessé, c'est en lien avec les émotions, donc c'est quelque chose d'humain. Donc c'est nous qui sommes blessés, et effectivement, l'archétype peut nous aider à comprendre d'où vient cette blessure, qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire, qu'est-ce qu'elle essaye de nous transmettre. Tu peux juste me répéter la fin de ta question? Et comment on peut le réparer? Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut se réparer à travers les archétypes, je dirais. Et cette question-là, elle est intéressante parce que, justement, en allant contacter l'archétype dont on a besoin, c'est-à-dire comprendre quelle est ma blessure et comprendre quel est le besoin de cette blessure, je vais pouvoir aller contacter un archétype ou une divinité, c'est la même chose, pour réparer et pour apporter à mon être ce dont j'ai besoin pour guérir. Eh oui. Après, on a Julien. Dans les traditions kabbalistiques, certains archétypes sont-ils liés à des lettres hébraïques ou des séphirots? Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Séphiroth. Parce qu'il y avait le TH, je ne savais pas s'il fallait que je le dise. C'était ça l'histoire. Alors, sur la première partie de la question, la lettre hébraïque on en a parlé, un archétype. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et les séphiroth, on va dire que quand les kabbalistes ont beaucoup travaillé le texte, ils ont essayé de poser aussi, eux aussi leur cosmogonie, c'est-à-dire comment est-ce que la divinité s'incarne sur Terre. Et ils ont construit ce qu'on appelle l'arbre de vie. Et l'arbre de vie est constitué de séphiroth. Et ces séphiroth sont des mondes, donc c'est aussi des archétypes. Et ces archétypes-là sont liés aux lettres, forcément, parce qu'en fait, la mystique juive et la kabbale, en général, sont entièrement construites sur la lettre, en fait. D'accord. Après ta Maya, est-ce que les rêves sont un bon moyen de repérer l'archétype qui nous guide en ce moment? Alors oui. En fait, l'archétype dialogue avec l'inconscient directement. C'est-à-dire que le symbole, c'est la passerelle entre l'archétype et notre inconscient. Donc nécessairement, quand on dort, on est en contact avec cet inconscient et les archétypes nous parlent. C'est pour ça que le travail avec les rêves est vraiment le langage principal de l'archétype. Et donc oui, je vous invite vraiment à
alors pas à chercher à retenir vos rêves, mais juste à sentir les symboles qui sont présents le matin. C'est-à-dire, ne prenez pas votre téléphone, laissez rester dans votre lit, écoutez les symboles qui ont émergé pendant la nuit pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour moi. Au pire, écrivez-les surtout. Au réveil, écrivez ce que vous vous rappelez, parce que c'est souvent que quand on se réveille, on se dit « Ah, je me rappelle super bien », mais 1 heure après, ah mince, j'étais quoi déjà ? Je me rappelle plus. Bah, ouais. Un petit carnet de rêves. Voilà. Après, les rêves sont pas tout le monde ne rêve pas, tout le monde ne se souvient pas de ses rêves. Et c'est pas forcément le modèle principal pour travailler avec les archétypes, il y en a encore plein d'autres. Si c'est pas les rêves qui vous appellent, ne travaillez pas avec les rêves. Voilà, il y a plein d'autres voies pour accéder aux archétypes. Après, il y a Sophie. Peut-on vivre une crise archétypale comme une transition intérieure qui bouleverse notre fonctionnement ? C'est intéressant. Donc, encore une fois, oui, l'archétype n'a pas de crise, mais c'est nous qui vivons une crise en lien avec un archétype. Et donc oui, effectivement, c'est intéressant d'aller chercher cet archétype pour comprendre, parce que l'archétype, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a deux faces, comme une pièce. Il a des énergies qui vont nous pousser vers le haut et des énergies qui vont nous pousser vers le bas. Et donc effectivement, quand on vit une crise, on vit la face sombre de l'archétype. Et donc l'intérêt, c'est d'aller explorer quel est l'archétype qui essaye de me parler, ou quelle crise appelle quel archétype, pour essayer de comprendre quelle est l'autre face de cet archétype et comment est-ce que cette face lumineuse de l'archétype peut m'aider à transformer ou à transmuter cette ombre. Après, il y a David. Y a-t-il des archétypes masculins et féminins, ou est-ce plus fluide que ça ? À mon sens, c'est plus fluide, c'est-à-dire que chaque archétype possède une face lumineuse, une face sombre, possède une face féminine, une face masculine, et on peut tout vivre à travers l'archétype. Ça reste une énergie à proprement parler, on est d'accord. Ouais, c'est un monde de sens. Lina, peut-on créer un hôtel dédié à son archétype du moment ? Si oui, que faut-il y placer ? Alors oui, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, c'est une des voies pour incarner l'archétype dans son quotidien. Et c'est là où on rentre vraiment dans la sorcellerie, parce que la sorcellerie, à mon sens, c'est ça, c'est incarner les archétypes dans notre quotidien. Et donc l'hôtel, c'est un vrai modèle de rappel à l'inconscient, qu'on essaye de traverser ça ou de vivre ça. Et alors, pour répondre à ta question de qu'est-ce qu'on y place, chaque archétype te donnera des symboles que je t'invite à explorer toi-même. C'est-à-dire que je ne vais pas te donner des symboles, je t'invite vraiment à sentir quand tu contactes l'archétype, que ce soit juste en fermant les yeux et en pensant à cet archétype-là, juste laisser descendre ce qui vient et quels sont les symboles qui t'appellent. Et il y a combien d'archétypes ? Eh ben, on sait pas. J'adore poser des questions. Il n'y en a qu'un, mais ce un se définit en une infinité de potentiels. Donc ça Donc, peut, ils sont infinis, les archétypes. Voilà, ça peut être n'importe quel symbole qui est un archétype, ça peut être n'importe quel personnage, etc., etc. Et on peut les incarner tous. Et d'ailleurs, moi, en tant qu'individu, mon identité est un archétype. Donc, mettez une photo de Nicolas sur votre hôtel. Non, Humour, bien sûr, je précise au cas où. Camille demande, comment différencier un archétype personnel d'un simple trait de caractère ou d'une blessure de l'ego ? C'est intéressant, ça. Complexe cette question, est-ce que tu peux me la répéter ? Comment différencier un archétype personnel d'un simple trait de caractère ou d'une blessure de l'ego ? Est-ce qu'une blessure de l'ego ou un trait de caractère peut être un archétype ? On va commencer comme ça. En fait, c'est compliqué parce que ça nous parle de comment est-ce qu'on se construit en tant qu'individu. C'est-à-dire que quand j'arrive sur cette terre, à mon sens, je suis imprégné de l'intention de mon âme, qui est un archétype. Sauf que c'est masqué par ma personnalité. C'est-à-dire que quand je vais grandir, je vais être pétri par la société qui m'entoure, les gens qui m'entourent, et qui vont m'insuffler leurs archétypes, que ce soit des archétypes de société ou que ce soit des traits de caractère, comme on dit. Et donc, tout se pose la question de qu'est-ce qui est hérité de cet environnement et qui ne m'appartient pas, et qu'est-ce qui est inné en moi et qui se révèle de l'ordre de traits de caractère de mon âme. Et ça, c'est pas facile à faire. Et c'est un vrai travail, et pour moi, c'est un vrai travail d'introspection, et c'est un vrai travail qu'il faut faire dans cette vie-là. C'est-à-dire prendre toutes les briques qui construisent mon identité, les poser sur la table, et les prendre une par une, comme Marie Kondo, de se dire, ok, est-ce que ça m'appartient ou pas ? Par exemple, le mariage. Je le prends, je le mets dans ma main, je dis, est-ce que ça m'appartient ? Qu'est-ce que moi j'en pense fondamentalement ?
quel est le modèle que j'ai eu, qu'est-ce que ça représente le mariage pour mes parents, par exemple, ou pour mes amis. Et c'est vraiment se poser cette question de qu'est-ce que je veux fondamentalement. Est-ce que peut-être que j'ai envie de m'engager avec une personne que pendant un an, et c'est ok. Et dans un an, on en rediscute. Peut-être que j'ai pas envie de m'engager à vie. Peut-être que j'adore le concept de m'engager à vie. Mais cette question, elle parle de qui tu es. Donc c'est à toi de poser cette question-là. Et l'ego, c'est quelque chose qu'il faut découvrir et très tôt. C'est-à-dire que il faut apprendre à savoir qui on est en tant que personnalité. Et en faisant cet exercice-là, de prendre tout ce qui nous constitue et de comprendre qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux pour ma vie. Et c'est seulement quand on aura fait ce travail d'épuration de l'ego que l'âme va s'incarner en nous. Et donc c'est important de le faire. Ben voilà, donc tu as du boulot. On a tous du boulot. Donc... Et c'est pour ça que c'est ça ça, existe ouais. aussi. Hein. C'est parce que il faut un cadre pour faire ça. C'est pas facile de le faire avec soi-même. Non, j'avoue. Parce que, bah non, c'est le même rapport que le shadow work. Faut prendre voilà, ce travail et c'est la plus grosse partie, à mon sens, en ésotérisme. Tu ne peux pas avancer dans ce milieu sans en faire. Sinon, tu vas droit dans le mur et tu te perds complètement. Et au contraire, plus tu vas le faire, plus tu vas être serein, mieux tu vas comprendre. Et là, bah, ta magie, elle va se décupler et redécupler et j'en passe. Et c'est nécessaire, obligatoire. Je sais pas, il y a tellement de mots en français qu'on peut utiliser, mais faut le faire, quoi. Et puis il y a plein de manières de le faire. Et je trouve ça. que ça pose cette question fondamentale, ne serait-ce que par rapport aux enfants, de se dire, et même notre action par rapport au monde, c'est-à-dire quelle est la manière que j'ai de laisser le moins de marques possible, mais de permettre à l'autre de s'exprimer. Ça, c'est un vrai travail. J'ai Théo qui demande, l'archétype du guérisseur est-il toujours tourné vers les autres ou peut-il vivre en introspection ? Ou peut-il se vivre en introspection, pardon ? Alors, tous les archétypes peuvent se vivre dans la réalité et en introspection. Je vous aide pas. La guérisseuse, c'est une énergie forcément de soin qui va être tournée vers l'autre. La question, ça va être la question du sacrifice. C'est-à-dire, est-ce que tu le fais pour paraître bien aux yeux des autres ou est-ce que tu le fais vraiment dans une dynamique d'amour ? Et ça, c'est un questionnement que tu dois te poser à toi-même. De dire, quand j'invoque la guérisseuse, est-ce que j'aide pour être parfaite ou pour me sentir parfaite aux yeux des gens qui sont autour de moi ? Ou est-ce que je le fais vraiment dans une volonté de pureté et d'amour ? Parce que dans cette dynamique-là, c'est OK d'être tourné vers l'autre. Et c'est aussi OK de le faire pour soi. Bah, tu as répondu à la question que moi j'allais te poser. Donc parfait. Morgane, est-ce que les enfants expriment déjà des archétypes très jeunes ? Peut-on les accompagner sans le figer ? Sans les figer ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on fige chez les enfants, c'est leur personnalité. Et de toute façon, on ne peut pas ne pas le faire. C'est-à-dire que quand on élève un enfant, on ne peut pas l'influencer. Non, on ne peut pas ne pas l'influencer, c'est ce que je veux dire. Ah oui, automatiquement. Parce que forcément, on a nos habitudes, nos goûts. Ouais, c'est ça. La question, c'est effectivement, est-ce qu'on peut essayer de lui laisser l'espace d'exister déjà, dans un premier temps, pour qu'il puisse sentir en lui quels sont les archétypes qu'il a à contacter. Et ça demande beaucoup de travail sur nous, en tant que parents. Et ensuite, la question c'est comment est-ce que je lui donne un cadre matériel pour qu'il exprime ce qui est inné chez lui. Et ça se fait assez facilement. Bon bah voilà. Mais ça demande une volonté et une redescente de l'ego et une volonté de ne pas être dominant. Et ça, c'est difficile parce que notre société, en France notamment, nous pousse à être dans une relation de dominance. Et donc ça, c'est un travail sur soi. Tu vas arrêter, tu vas faire ce que je te dis là, mais stop, je t'ai dit qu'il fallait faire ça. Oui, mais maman, non, tu fais ça. Ouais, non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour les laisser s'exprimer, moi j'avoue que j'ai fait 2 ans d'école à la maison et c'était un vrai bonheur. Parce que là, on n'a rien à imposer. On forme différemment, on vit différemment. Bon, là, il retourne à l'école, dommage. Mais non, c'est très... Enfin, c'est bien pour lui, il a ses copains et tout ça, mais voilà, ça pose encore des limites qu'on n'adhère pas toujours. C'est ça. Et qui sont peut-être aussi intéressantes pour son parcours.
Oui. En fait, il y a aussi ce biais-là dans la spiritualité, je trouve, que de dire qu'il faut que tout soit doux, tout soit dans un cocon. En fait, je trouve que se confronter à des douleurs, ça parle de nous aussi. Alors moi, en plus, je suis pas mise du tout comme ça. Oui, j'en doute pas. Non, moi, l'être humain, malheureusement, comprend beaucoup plus par la douleur que par la douceur. Et puis, moi, j'ai été très, très longtemps trop têtue. L'univers me l'a bien fait comprendre. Donc, à un moment donné, que la douceur, non, ça marche pas toujours. Lucie, est-ce que certains archétypes sont éteints dans notre société actuelle ? Comment les réveiller ? Vaste sujet. Oui, effectivement, il y a des archétypes qui sont pas éteints, mais qu'on n'écoute pas plutôt. Tu peux nous donner un exemple ? En ce moment-là, on parle beaucoup du Verseau, nécessairement, parce que le Verseau, c'est comment est-ce qu'on fait société tout en gardant notre individualité. Et c'est, pour moi, à mon sens, le vrai enjeu de demain. C'est-à-dire, avant, on faisait société, mais en fait, on n'avait pas d'individualité, c'est-à-dire que j'étais tribu. Aujourd'hui, on est dans l'individualité, je suis, et voilà, je m'en fous du reste. Ouais. Et l'avenir va nous imposer d'avoir les deux. Continuer à se trouver, à se chercher, tout en faisant société. Et c'est un vrai enjeu, et c'est vraiment compliqué. Et on le voit aujourd'hui avec le climat sociétal. Pour la deuxième réponse à ta question, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais moi, déjà, c'est pas facile de tout porter tout seul, donc fais à ton échelle. et en fait, c'est juste en incarnant ces archétypes. C'est-à-dire, si, à mon sens, l'avenir, c'est vivre ensemble tout en gardant notre individualité, comment est-ce que tu peux contribuer à ça à ton échelle ? Et de toute façon, ça va venir. Tout nous pousse à cette transition de manière plus ou moins violente. Mais on n'aura pas le choix parce que les énergies vont descendre et elles sont plus fortes que nous en tant qu'individus. Ah, mais 2025, c'est c'est un sacré carrefour. Ouais, carrément. Je l'avais dit, je l'ai ressenti et on continue. Et là, avec le portail d'août, mamma mia. Allez, ça y est, on y est. Ah, mais 2026 sera plus la même chose, ça c'est certain. Ah, c'est sûr, il y aura un avant et un après. Anaïs, existe-t-il des archétypes qui se manifestent plus fortement en période de transformation ou de deuil ? Oui, nécessairement, parce que le deuil est lié à certains archétypes. Et cette acceptation, cette tristesse, cette acceptation du changement va appeler forcément des archétypes particuliers, notamment la guérisseuse, et l'augure d'ailleurs, qui sont des énergies plutôt d'automne. L'idée, c'est... en fait, le problème avec les archétypes, c'est qu'on ne peut pas donner de vérité générale, parce que peut-être qu'une personne dans son deuil va avoir besoin de contacter la magicienne pour essayer d'exprimer son authenticité, plutôt que l'augure qui va essayer de l'emmener vers le contact avec les défunts. Enfin, chaque personne va raisonner différemment avec le deuil. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de s'écouter, de s'observer et de sentir qu'est-ce qui a besoin d'émerger en moi. Et une fois que j'ai trouvé cette réponse-là, je vais pouvoir aller contacter les archétypes qui m'appellent. Ouais. Après, il y a Léa. Est-il possible de canaliser des messages à travers un archétype comme on le fait avec des guides spirituels ? C'est ma question. Ma réponse, c'est oui, et je pense l'avoir fait malgré moi. Je travaille beaucoup avec la visionnaire, qui, à mon sens, s'incarne pas mal dans la déesse Astéria, qui est la déesse de la nuit étoilée, et qui est la déesse de l'oracle de Delphes aussi. Donc oui, à mon sens, c'est possible, et c'est même souhaitable de lancer cette dynamique dans notre inconscient. C'est-à-dire que ça existe ou que ça n'existe pas, cette volonté de poser ça dans son inconscient, de dire « j'ai besoin de contacter cet archétype pour qu'il me guide », c'est tout à fait bénéfique, parce que ça va faire émerger en nous des choses qui vont nous guider. Donc, par exemple, quand quelqu'un qui adore... allez, Hécate, elle est connue, reconnue, il y en a beaucoup. Quand il l'appelle, pour toi, Hécate reste un archétype ou pas déjà ? On est d'accord ? Oui, pour moi, déesse et archétype, c'est quasiment similaire. C'est quasiment similaire. Donc, quand ils font appel à elle, c'est la même chose pour répondre à la question de Léa qu'elle demandait. C'est ça. Voilà. C'est juste des termes et des sensations différentes, un autre point de vue qu'on vous amène ce soir. Mais si vous regardez, si vous réécoutez, peut-être qu'il faudra que vous réécoutiez une ou deux ou trois, vous verrez.
bah, vous le faites déjà, en fait. Vous le faites déjà. Donc, c'est pas impossible. Tout va bien. Prenez le temps de digérer et surtout de vous poser les bonnes questions. Le but, en fait, c'est vous nous poser des questions, mais ça va vous poser des questions à vous. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Et moi, j'aime pas dire vieillir, parce qu'on n'a pas envie de vieillir, mais grandir, c'est bien. Ça s'agir. Vincent demande, en quoi le Kabbale peut-elle nous aider à équilibrer les archétypes en nous, notamment les opposés ? Alors, la Kabbale, c'est vaste, hein. Il y a plein de pratiques de la Kabbale, que ce soit la Gematria qui cherche les chiffres dans les textes, que ce soit la calligraphie des lettres hébraïques, par exemple. Moi, ça a été ma voie, la calligraphie des lettres hébraïques, pour harmoniser justement ces phases d'ombre et de lumière. Je la conseille, même si tout le monde n'a pas cette ouverture à cette pratique-là. Mais la Kabbale peut nous aider sur le plan de la symbolique, c'est-à-dire si je contacte cet archétype de l'ordre de l'ombre, bah, je peux aller chercher les symboles qui sont de l'ordre de la lumière. C'est-à-dire que c'est une démarche, la Kabbale. Cette démarche-là, c'est la démarche vers le divin, c'est-à-dire de comprendre le divin à travers le symbole. Et donc, comprendre le divin en nous à travers les symboles qui nous composent, c'est forcément une bonne chose à faire. Ben oui, totalement. T'as Nowen. Est-ce qu'on peut faire un rituel pour mieux accueillir un nouvel archétype qui se présente à nous ? Eh ben oui, tout à fait. Alors du coup, ça nécessite de le sentir, quel est cet archétype-là, pour pouvoir l'honorer. Ça passe par les rituels, en fait, tout simplement. À Estaria, nous, on fait des rituels pour chaque sabbat pour accueillir l'archétype qui est lié au sabbat. Mais voilà, l'idée, c'est de ritualiser. Alors, ritualiser, ça peut être un mot qui peut faire peur, parce qu'on se dit, il faut préparer, il faut faire ça. Non, chez nous, à 100% Witchy, ça fait pas peur. Tout va bien. Ça marche. Et à mon sens, le rituel, c'est prendre les symboles qui te parlent pour accueillir et honorer cet archétype. C'est juste ça, en fait, au final. Et voilà. Claire, comment repérer un archétype toxique ou surdominant ? Y a-t-il un risque de déséquilibre ? Alors, encore une fois, c'est pas l'archétype qui est toxique, c'est la manière dont on l'intègre. Ouais, parce que là, ça me choquait par rapport à tout ce que tu disais. Un truc toxique, on va pas honorer le diable non plus. Ouais, c'est ça, l'archétype n'a pas monté. Et d'ailleurs, le diable est un archétype fantastique pour travailler la lumière. Comment... j'ai oublié la question, je crois. Désolé. Ah, mais c'est comme Lucifer, je vais te la redire. Nous, on le voit plus comme un maître de la magie, comme le gros méchant qui est aux enfers. On voit pas la même chose, en fait. Oui, en fait, Lucifer nous parle de déchéance, donc il nous parle de cette dynamique de l'archétype, c'est-à-dire que l'archétype est une forme pure qui, quand elle s'incarne dans la matière, va forcément se dégrader et va avoir des ombres et des lumières, du coup. Et donc, ça nous parle de notre existence, c'est-à-dire que nous, on est des âmes incarnées, donc on est des âmes déchues, en fait. Et en fait, la déchéance a été tournée de manière négative, alors qu'en fait, vivre l'expérience du rire, du toucher, du son, de l'odorat, de manger des choses, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dont on n'a pas conscience, parce qu'on oublie, mais en fait, si on remet de la conscience dans... Là, je sens le vent sur mes cheveux. Ouais, alors que quand on est âme, on n'a pas ça. Hein. C'est pas dit qu'on vive autant l'expérience humaine. Non, c'est pas ça. Il faut se réjouir de cette expérience humaine, en fait. Oui. Cette déchéance, elle est belle. Oui, et quoi qu'il arrive, oui, ça nous apporte, ça nous éveille tant à l'âme que on profite de plein de choses qu'on ne pourrait pas avoir. Et effectivement, c'est une voie difficile, mais pour moi, la difficulté, c'est aussi trouver la lumière la plus lumineuse. Donc, la question, c'était comment repérer un archétype toxique ou surdominant ? Y a-t-il un risque de déséquilibre ? Ouais. Donc, quand l'archétype s'incarne, effectivement, on va pouvoir l'incarner dans sa polarité positive ou négative, qui sont deux extrêmes qu'il faut éviter d'atteindre. Par exemple, si je prends... alors, je travaille beaucoup avec les lettres... qu'elles soient hébraïques ou latines, par exemple le A en latin, c'est la lettre de la loi, c'est le cadre, c'est la structure. Donc si j'intègre le A en tant qu'archétype, c'est quelque chose qui va me structurer, qui va me donner des repères. Et donc ça, c'est bénéfique. Si je le mets dans le plus, si je l'exagère, et que je le mets dans quelque chose d'extrême, ça va me mettre un cadre qui va être tellement limitant que je vais plus me sentir exister, c'est-à-dire que je vais me donner des contraintes impossible, je vais vivre dans un perfectionnisme extrême et ça va être invivable.
Et à l'inverse, dans le moins, dans le négatif, si je pars à l'extrême, je vais être dans un laxisme complet, je vais plus avoir de repères, ma vie sera un grand, un grand bazar. Et donc, quand j'intègre l'archétype il est fondamentalement neutre. C'est moi qui vais le vivre plus ou moins extrêmement. Et là, j'appelle au stoïcisme en disant chaque archétype doit se vivre dans une certaine forme de neutralité et dans une certaine forme de non-désir, c'est-à-dire dans l'accueil juste. Et c'est pas facile. Stéphanie demande, peut-on relier les archétypes aux saisons ou aux sabbats de la roue de l'année? Oui, tout à fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec Estaria. En fait, quand j'ai découvert la Wicca en général et que j'ai découvert la roue de l'année, je suis un peu resté sur ma faim, c'est-à-dire, ok, il y a 4 sabbats qui ouvrent sur les saisons, il y a 4 sabbats qui sont au cœur des saisons. Voilà, ok. Bon, c'est chouette de les vivre, c'est important parce que ça parle c'est des portes, donc ça nous pousse à, moi, c'est mes chouchous, vivre c'est ces vrai. portes. Et je me suis posé la question de dire, mais qu'est-ce qu'il y a entre ces portes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a entre Mabon et Samhain, par exemple? Et c'est là que, pour moi, les archétypes sont vraiment pris existence. Et c'est tout l'enseignement de ce que je donne à Estaria, c'est-à-dire quels sont les 8 archétypes qui vivent entre les sabbats. C'est lesquels? On t'écoute. Alors là, on arrive à Mabon, hein, c'est le moment de l'équinoxe d'automne. On va rentrer dans la guérisseuse. Ouais. En fait, l'automne est lié à l'eau dans le sens où la sève redescend, où on rentre dans quelque chose de très émotionnel avec la saison sombre. Et donc l'appel à la guérison se fait sentir, c'est-à-dire c'est comme après le combat de l'été, voilà, on rentre à la maison, on se pose, on pense nos blessures. C'est vraiment le moment d'accueillir tout ce qui a été frustrant cette année finalement. Ensuite, on rentre à Samhain avec l'augure. L'augure, c'est celle qui voit l'invisible, c'est celle qui passe à travers l'extrasensorialité, on pourrait dire. C'est l'ami des nymphes, voilà. Ensuite, on arrive à Yule. Alors Yule, c'est particulier parce que c'est la journée la plus courte, donc c'est la victoire de l'obscurité sur la lumière. Et c'est le moment où on est dans l'ombre, et c'est le moment où on peut aller chercher la plus petite lumière qui persiste dans l'obscurité. Et à mon sens, ce travail il est formidable parce que ça nous parle de notre part divine. Et donc là, on va rentrer dans l'archétype de la gardienne, parce que on va devoir protéger cette petite lumière. On va devoir la préserver. Comme on mettrait nos mains autour d'une flamme pour pas qu'elle s'éteigne au vent. Ouais. Ensuite, on va arriver avec la bâtisseuse, c'est-à-dire que qu'est-ce que je construis autour de cette lumière? Cette lumière, c'est mon moteur, c'est mon âme. Donc, qu'est-ce que je construis de concret autour de cette lumière? Ça va être la fin de la saison sombre. On va arriver. Donc là, tu as fait une Imbolc. Maintenant, on passe à Ostara. Okay. C'est ça. Donc, on va arriver à la saison claire. Et on va découvrir la prêtresse, c'est-à-dire que les plantes sortent de terre, elles découvrent un nouveau monde. C'est vraiment cette énergie de gratitude, de merci la vie, merci les fleurs pour vos odeurs. C'est ce que je décrivais tout à l'heure dans les sensations du corps qui s'éveillent, quoi. Ensuite, on va rentrer dans Beltane. Ouais, voilà, jusqu'à Beltane. Ensuite, de Beltane à Lyssa, on va rentrer dans l'énergie d'interprète, c'est-à-dire que je vais m'ouvrir en tant que fleur au soleil, donc je vais m'imprégner des énergies divines, du soleil, des étoiles. Voilà, c'est vraiment cette idée d'ouverture, et c'est ce que je fais avec la Kabbale, hein. C'est ce qu'on cherche, c'est se connecter au divin, en fait, à la photosynthèse de notre âme. Et du coup, pour Beltane, c'est quoi comme archétype? Et ben, c'est l'interprète, du coup. Là, j'ai pas entendu. L'interprète. L'interprète. Et pour Lita? À Lyssa, on va rentrer dans la magicienne, donc c'est-à-dire qu'on a inspiré l'énergie divine, et maintenant on redescend, donc il faut agir. La magicienne, c'est celle qui vit dans son authenticité, qui va exprimer qui elle est, qui va pas le faire pour les autres, c'est-à-dire qui va vraiment vivre dans son authenticité, quoi, jusqu'à Lunasa. Et après, à Lunasa, on va rentrer dans l'enchantresse, jusqu'à Mabon. Et là, on va traverser la prise de parole, c'est-à-dire que à un moment donné, je vais devoir exprimer cette authenticité, je vais devoir la faire vivre, je vais devoir bouger les foules, je vais devoir chanter, voilà, déclamer. Génial. Voilà, c'est tout un parcours d'un an. Ouais, non mais c'est chouette, j'adore. Et ça a du sens en plus, ça a vraiment du sens. Axel demande, est-ce que certaines pratiques artistiques, chant, dessin, théâtre, aident à révéler l'archétype actif en nous? Ouais, et même plus, à mon sens, c'est une manière de les honorer, c'est-à-dire que la créativité, c'est un langage symbolique, quoi qu'il arrive. Donc, c'est accueillir cette descente de l'archétype pour en faire quelque chose de concret et de merveilleux. Donc, effectivement, les arts, c'est une pratique de l'archétype. C'est-à-dire comment est-ce que mon inconscient s'exprime à travers la matière.
Mais écoute, moi, ça va permettre de poser une question en dehors des questions d'auditeurs. Comment, justement, on peut travailler consciemment avec les archétypes dans notre pratique magique et spirituelle? Très bonne question. La première chose, c'est de les reconnaître en nous, d'apprendre à dessiner leurs contours, même si c'est limité, même si c'est bancal au début, et c'est tout à fait OK. L'idée, c'est de les comprendre. Pour nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils s'imprègnent comment est-ce que je m'imprègne d'eux et comment est-ce qu'ils existent à travers moi. Et c'est une démarche symbolique. Et ensuite, après, ça va être de pratiquer la magie de la créativité. Ok. Et peut-on changer d'archétype dominant au cours de notre vie? Ou est-ce un modèle fixe? Ou ça bouge tout le temps? Oui, c'est un peu comme l'astrologie, c'est-à-dire qu'on va avoir un archétype fondamental dominant, qui va être notre maison, quoi, dans lequel on va grandir, dans lequel on va se sentir bien. On va avoir un archétype qui va être plutôt ascendant, c'est-à-dire ce vers quoi on doit tendre et qui va être difficile pour nous, mais qui est nécessaire pour nous révéler. Il y a des archétypes qui sont un peu plus éloignés, et c'est OK. À mon sens, l'idée, c'est d'aller explorer les 8 archétypes, justement, pour s'asseoir au centre et les appeler en nous, pour vraiment explorer toute la vie dans toute sa complexité, en fait. Ok. Tu dis que la pensée scientifique cherche à comprendre la matière, tandis que la spiritualité cherche à comprendre le symbole. Est-ce que tu peux nous expliquer ton approche? Oui, en fait, la pensée scientifique va partir de la matière. C'est-à-dire qu'elle va se dire, voilà, il y a un monde qui m'entoure, je vais essayer de le comprendre, je vais essayer de le nommer. Et je vais le faire de manière très pragmatique. Et c'est tout à fait louable. Et c'est nécessaire. La pensée spirituelle, elle va aller à l'inverse. C'est-à-dire que la pensée scientifique dirait, bah voilà, je suis un corps qui est né d'un autre corps, et à partir de là, il s'est passé plein de choses, j'ai commencé à penser, j'ai commencé à agir, et donc j'ai une action dans le monde. La spiritualité va prendre le sens inverse. Elle va se dire, on part pas de la matière pour aller vers la spirituelle, on part du spirituel pour aller vers la matière. C'est-à-dire que je suis d'abord et avant tout une âme, un archétype, qui s'est incarné dans la matière et qui fait vivre ce corps. Donc c'est 2 approches complètement différentes, mais qui se réunissent dans notre manière d'expérimenter le monde au final. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à Rome en passant par telle ville, et là, on part de Rome et on va à l'autre ville. Enfin, peu importe, c'est le sens inverse, quoi. Et en fait, on se rejoint au mieux, c'est-à-dire que la voie du cœur, c'est ça, c'est d'intégrer les deux. Alors, on va se quitter pour une pause musicale de quelques chansons, et on se retrouve tout de suite après. Ça marche? Ouais, ça marche. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Ouais, ma vie c'est le Truman Show. La cam tombe du ciel sur la scène. Sourire coincé à la selle. Je parle pas, on me fait tout à l'œil. Je viens en retard comme si j'étais à l'heure. Je pardonne pas comme si j'ai des valeurs. Grammaire sur ma liste de malheurs. Ta grand-mère qui valide le 20h. Mais cette vie est belle, je le sais. Comme millions d'euros de recettes. Comme des tourtereaux sur la branche. Avant que le chômage ne fasse qu'elle ne cède. Je sais qu'il faut du blé pour les tenir. Ou attendre la prochaine manche. Non, je vais pas pleurer devant ce film. Je sais que c'est péché d'être sensible. La peur nous pousse comme des infirmes. Trop de journalistes qui désinforment. Salle de prière des amplis. Tous occupés à monter des empires. Avant que je me désintègre, je vais me trouver, je vais faire la paix. Après je vais rouler un terre et fusionner avec le canapé. Ouais, bien sûr que j'ai tout prévu. C'est le chemin qui compte, pas la fin qui prévaut. Gros, les poteaux avant les putes. Je vais sauver les hommes avant les veaux. Je vais sauver les miens avant les vôtres. Gros, sinon c'est pas la peine. Mais sauver les siens avant les autres. Gros, c'est le programme des Le Pen. Ouais, populace manipulée, au profit de qui ce n'est pas stipulé. Orphelin violé, désarticulé, les loisirs de la haute sont particuliers. Viens voir la vie qu'on peut pas diffuser, c'est celle qui est acidulée. Là où le shit et le SMIC c'est le max. Au-dessus l'esclave serait moins stimulé. Ouais, je sais comment ça se passe. Un joint comment ça se tasse. Une joint comment ça se masse. Un cul comment ça se casse. Donc je sais pourquoi elle veut que je repasse. Pourquoi elle veut qu'on le refasse. Pourquoi elle veut qu'on ressasse.
Même une minute dans le sas. Ouais, le sexe et l'argent ça fait tout. J'ai les deux et pourtant ça fait rien. Ne respire pas mon air, ça m'étouffe. Je veux être libre, le reste, je m'en bats les reins. Ouais, je veux être ivre demain, ne compte pas. Pourquoi la vie devrait être un combat? Hein? Gros, j'esquive l'œil et le compas. Ainsi que les soldats que la machine dompta. Ouais, je conjugue au passé simple. Passe-moi le feu, la lumière va s'éteindre. Je tendrai jamais la patte à ces chiens. Pour le moment, on s'en sort assez bien. Verre à moutarde rempli d'eau. Je prends la pilule rouge comme un antibio. Je vais m'asseoir en lotus au Tibet et me coiffer comme les refs en chimio. Les élites sont des satanistes, de sombres sorciers maîtrisant la magie. Et créateurs et gardiens de la matrice. À chaque poste de pouvoir, quelqu'un de la famille. C'est bon pour le bénéf si c'est la panique. C'est bon pour le bénéf si c'est la famine. C'est bon pour le bénéf de ruiner l'Afrique. C'est bon pour le bénéf d'asservir l'Asie. Ouais, ce monde est cruel à souhait. Les mentalités sont baisées à ce fuck. Je vais nous venger les baisers à souhait. Même si le mal par le mal c'est pas top. Ou bien j'oublie tout et j'ouvre mon laptop. Je fais navigue privé, je cherche gangbang hardcore. Là je me branle la mort en attendant la mort. Devant l'amour de ceux qui font qu'un corps. Je suis le plus petit de mon entourage. J'écoute tout ce qu'on me dit, tous les présages, tous les avis. Et j'entends la franchise, j'entends le converti. Même le plus si sûr de lui, au fond n'est pas si sûr de lui. Et j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre dans cette vie. Ni tout seul, ni tous ensemble. Mais je respecte que tu te poses toutes ces questions. Et je te souhaite de trouver tes propres raisons. D'ici là, la lune brille pour toi. Elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoria. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix. Et ça fait 2-3 jours que tu n'es pas bien. Tu ressasses le même discours, que t'es flippé parce qu'on n'est rien. Et tu sais plus choisir entre un cuir et un blouson. C'est normal, t'es qu'un pigeon face à l'enchaînement des saisons. Ouais, t'as compris, il n'y avait rien à comprendre dans cette vie. Ni tout seul, ni tous ensemble. Mais je respecte qu'ils se posent toutes ces questions. Et je leur souhaite de trouver les bonnes raisons. D'ici là, la lune brille pour toi. Elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoria. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix. J'en ai rêvé et ça viendra. Je fais des pas dans l'escalier qui mène au toit. Attends-moi là, j'en ai rêvé tellement de fois. Je fais des pas dans l'escalier qui mène à toi.
Je vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténébreux bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication? Si je publie des noms, combien de Pénélope passeront illico pour de fiefs salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive, je ne fais voir mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Dois-je pour défrayer la chronique des scandales battre le tambour avec mes parties génitales? Dois-je les arborer plus ostensiblement comme un enfant de cœur porte un saint sacrement? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Une femme du monde et qui souvent me laisse faire mes 4 voluptés dans ces quartiers de noblesse, m'a sournoisement passé sur son divan de soie des parasites du plus bas étage qui soit. Sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette dame en criant sur les toits et sur l'air des lampions? Madame la marquise m'a foutu des morpions. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Le ciel en soit loué, je vis en bonne entente avec le père Duval, la calotte chantante, lui le catéchumène et moi l'énergumène. Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. En accord avec lui, dois-je écrire dans la presse qu'un soir je l'ai surpris au genou de ma maîtresse, chantant la mélopée d'une voix qui susurre, tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Avec qui, ventre bleu, faut-il donc que je couche pour faire parler un peu la déesse aux 100 bouches? Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star, vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare pour exciter le peuple et les folliculaires? Qui est-ce qui veut me prêter sa croupe populaire? Qui est-ce qui veut me laisser faire in naturalibus un petit peu d'alpinisme sur son mont de Vénus? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Sonnerait-elle plus fort ces divines trompettes si comme tout un chacun j'étais un peu tapette, si je me déhanchais comme une demoiselle et prenais tout à coup des allures de gazelle? Mais je ne sache pas que ça profite assez drôle de jouer le jeu de l'amour en inversant les rôles, que ça confère à leur gloire une once de plus-value. Le crime pédérastique aujourd'hui ne paie plus. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Après ce tour d'horizon, des 1001 recettes qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes, j'aime mieux m'en tenir à ma première façon et me gratter le ventre en chantant des chansons. Si le public en veut, je les sors d'art. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loir. Trompette
de la renommée, vous êtes bien mal embouchés. Ok. J'avais ton âge, y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute, j'ai pris quelques notes. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde. Parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant. Tu perdrais tellement de temps à batailler. Y a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu paies pas le loyer. Fais-toi une raison, y a très peu de raisons de foutre la merde dans sa propre maison, même quand t'as raison. S'il y a une chose que tu dois pas remettre en question, t'es plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con. T'es trop sensible, tu vis tout comme une agression. Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Autre chose que tu dois savoir, tu baiseras pas ce soir. Une fois que t'auras compris ça, ça t'enlèvera un poids. Parce que t'as beaucoup trop la dalle et ça va se voir. Parce que t'es beaucoup trop timide, tu vas beaucoup trop boire. Apprends à la fermer, t'auras l'air mystérieux. Apprends à te vendre un peu mieux, tu baiseras dans un mois ou deux. C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux. Tu sais, le style de fille qui te rend malheureux. Donc fais pas la pleureuse le jour où elle te brise le cœur. Sur la longueur, t'économises des pleurs. Ensuite t'auras peur de t'investir. Tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi. Tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà. En gros, tu couches avec ta meuf en pensant à une autre. T'as pas kiffé. Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté. Ok. T'empêcheras jamais les gens de parler. Et comme t'es chelou, y a peut-être moyen que les gens veuillent te frapper. Tu peux faire des pompes, tu peux apprendre à te battre. Mais même musclé, ça fait toujours mal de prendre une droite. Ton cerveau et ton ego fonctionnent à l'envers. Plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. Quand tu dis que t'as pas peur, c'est que t'as peur. Quand tu dis que t'as pas mal, c'est que tu commences à sentir la douleur. Connais ta hauteur, va pas te surclasser. Tu verras des fois, tu perdras contre des gars que tu trouvais nuls à chier. Bien sûr, la vie est injuste. Si t'aimes pas les lois, sois pas un putain de juge. Ne crois pas les insultes, y a pas de race pour être un bâtard. Pour être un fils de pute, pas besoin d'avoir une daronne sur un trottoir. Y a pas de sexualité pour être un enculé. Plus tu réagis, plus on dirait que tu te sens visé. Laisse glisser, les meilleures blagues sont les plus méchantes ou les plus bêtes. Mais les pires êtres humains sont des losers cruels. T'en prends jamais au plus faible, garde les vannes dans un coin de ta tête. Ça rentrera dans un texte, dans un film ou dans un sketch. L'école est un calvaire, y a pas grand chose à faire. Arrêter, c'est partir trop tôt dans une autre galère. Tâche ton sac à dos en l'air, t'auras le poids de la société sur les épaules. Un patron, ton père et ta mère. 3/4 des cours servent à rien, mais les actrices de boule en soient témoins. Rien branler fait qu'éloigner la fin. Tu dis qu'on verra bien, tu fais le malin mais t'es fragile. Comme le dépistage, tu regrettes à l'examen. L'école est un filtre qui rend tout très chiant. Comme les films en noir et blanc, le plus dur c'est de rentrer dedans. C'est plus dur quand t'appréhendes comme ta première fois. Je fais des métaphores sexuelles depuis tout à l'heure parce que tu penses qu'à ça. Dis-toi que les latinas sont les plus bonnes du monde, écoute en espagnol. Dis-toi qu'en chimie tu pourrais faire de la drogue. Arrête d'apprendre par cœur des trucs que t'as pas compris. Et en philo t'étais pas censé raconter ta vie. Ah oui, personne t'oblige à fumer de la weed. En fait, ça marche mieux sur les hyperactifs. Être défoncé, c'est même pas la partie que tu préfères. Quand t'es déchiré, tout ce que tu fais, c'est faire semblant d'être clair. La partie que tu préfères, c'est partir en bande à Jardiland, voler du bambou et fabriquer un bang. T'as juste besoin d'une passion, donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. On dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui ont pas confiance en eux. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux.
À part traîner avec ta bande, surtout pas rater la dernière rumeur, le dernier truc marrant. Honnêtement, tu raterais pas grand chose si tu partais 4 ans. Quoique, c'est important, fais de la merde tant qu'il est encore temps. Pour pas qu'un jour tu te réveilles à 40 ans. Genre, putain, je vais crever, mais j'ai jamais kiffé. Ma famille m'empêche de vivre, je vais devoir les quitter. Pour sniffer en boîte de nuit, trouver des gamines à vampiriser. J'en vois plein, donc petit terroriste, va t'éclater, sors en soirée, même si j'avoue tu vas te faire recaler. Tu rentreras la semaine prochaine ou l'année d'après. De toute façon t'allais pas baiser ce soir si je dois te le rappeler. Si tu rentres, prends ton ticket de vestiaire en photo. Rends-toi compte que tu sais pas boire, t'es mort trop tôt. Quand ça devient une fierté de te mettre des grandes doses, c'est que tu t'attaches à pas grand chose. Arrête de flipper, si tu veux va danser. La seule règle sur la piste c'est fais pas des trucs que t'as jamais tenté. Si jamais tu t'endors en premier dans une soirée, se regarder dans la glace c'est la base dès que tu viens de te lever. Au cas où, ça t'évitera de passer les repas de famille avec une bite dessinée sur la joue. C'est repas de famille où tu t'ennuies, où on parle très fort pour dire des choses très banales. Déjà on se parle et c'est pas mal. Les vérités sont compliquées, les clichés sont stables. Désolé s'il y a pas que des experts à ta table. Tu bloques sur les défauts des autres et c'est ton pire défaut. La vie c'est des cycles, c'est pour ça que je retombe sur les mêmes mots. Sois pas parano sur qui sont tes vrais amis. Y a qu'un seul moyen de le savoir, laisse le temps faire le tri. J'ai jamais regretté de demander conseil ni d'appeler quelqu'un. Souvent tu crois qu'ils sont chelous, c'est juste ça capte pas très bien. La même histoire à plein de versions. La meilleure façon de sortir d'une embrouille c'est poser des questions. Arrête de passer ta vie à fuir, angoissé par l'avenir, parce qu'il n'y a rien à faire pour se préparer au pire. Comme les attentats, les mauvaises nouvelles frappent quand t'y attends pas. Des proches un peu pressés partiront avant toi. Tu verras des gens heureux prendre un appel, leur visage se décompose et rien n'est plus jamais pareil. Y a rien à faire à part être présent, penser les plaies, changer les pansements. Le seul remède c'est le temps. Issu d'une jeunesse qui me choque, attiré par le crime, genre si je me flingue en live, combien de screenshots? Dans la vie t'as pas de forme, mais t'en as sur les plateformes. T'as beau faire des milliers de selfies, tu peux pas te voir, tu sens ton cœur battre fort. Des soucis de cœur, le virtuel ne suscite que des suicides, girl. Tu feras du buzz si tu suces une... C'est chum comme une jeune fille avec un type à l'âge de son père. Trop de jeunes mutants avec des ganaches de centenaires. C'est drôle avant le crash, les drones cachent l'astre solaire. Mais au jugement dernier, est-ce que les calages te sauvèrent? Souffrir au point de presque douter du ciel. Mais la foi c'est tout ce qui te reste quand tout est usé. Le passé fut turbulent et nous réserve un futur brûlant. Envers les clones il me reste de l'animosité et mon esprit baisse la luminosité. Certains sont gênés que je puisse croire. Soit tu pisses droit, soit je te renvoie au premier mot de la piste 3. Clic droit, supprimer, nique-toi, je suis premier. DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse, t'as jamais taffé ta vie. DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse, t'as jamais taffé ta vie. Chirurgie virtuelle, aucune photo sans modification. Montre-nous tes jambes, t'auras plus de 100 notifications. Faut que tes squats soient taffés, faut que tous les moments avec ton squat soient parfaits. Moitié femme, moitié machine. Si tu suis pas la mode, ils diront que tu es moins chic. Je me sens Renoir, juif, blanc, rebeu et noachi. Jamais je ne choisirai la couleur du emoji. Tellement de controverses contrefaites,
Tellement de CTRL-C, CTRL-V, le miroir élabore un moratoire. Tu crois être un homme rare, toi t'es un énorme rat de laboratoire qu'on formera fermement, conformément à leur morale et qu'on enfermera dans un mouroir. Où est l'amour roi? DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais taffé ta vie. DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. Aujourd'hui je suis pas sorti, peut-être qu'il pleut. C'était pas pareil quand on était petit peu. Ton ami te snap mais tu le verras dès qu'il peut. Si tu meurs t'auras plein de emojis tête qui pleure. Oh. Chacun son rôle attiré par le roro. Comme l'oiseau noir mes ressortent des roseaux de Konoha. Anti-héros comme Roro, Noah, Zoro. L'ambiance est morose, on est en run. Le moteur ronronnera en gros d'attiser. Des boissons roses aromatisées qu'on rotera avec des relents de mort au rat. Prends ta dose de gélules, tu me feras plus rien gober la faute à tout ce que j'ai lu. Les connes lâchent un com. Tu t'es amochi, t'as pris quoi? Emoji couteau, hashtag taspé, nude sur le darknet. Emoji abricot, emoji goutte d'eau, hashtag tarpé. J'ai de cyprine, je t'ai surpris, je t'en supplie, je t'aime, supprime. DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais taffé ta vie. DJ, photographe, journaliste, modèle, à croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais taffé ta vie. J'ai reconnu ton doigt. Il a dit c'est un trans qui m'a envoyé ça alors que c'est son teuf. Menteur. J'ai reconnu ta main. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Ça y est, nous revoilà, mais c'est déjà la dernière partie de l'émission. Ça passe trop vite. T'es toujours là, Nico? Je suis toujours là. Super. Quelles sont les différences entre les archétypes individuels et les archétypes collectifs? C'est une question d'échelle, en fait, à mon sens. C'est-à-dire que l'archétype est universel et neutre, donc il existe partout, en tout temps et en tout lieu. Il est omniscient, on pourrait dire. Et il va s'intégrer en moi de manière individuelle, et donc il va exister d'une manière unique. Mais les archétypes peuvent aussi s'inclure sur le plan de la planète, par exemple. Donc, on pourrait dire que la planète en tant qu'individu reçoit aussi ces archétypes et les incarne d'une manière particulière. Et donc forcément, nous, comme habitants de la Terre, on va recevoir ces influences. Donc ce qui fait du collectif. C'est ça. Okay. Et donc en fait, le collectif et l'individuel se répondent. Et d'ailleurs, on est le produit de notre environnement, donc on ne peut pas faire sans. Y a-t-il un lien entre les archétypes et les influences astrologiques ou planétaires? Alors oui, dans le sens où chaque signe astrologique est un archétype, donc forcément il y a un lien. L'idée c'est d'essayer d'aller chercher ces archétypes comme des maîtres de sagesse, c'est-à-dire un ensemble de sens qui va agir sur le plan collectif et sur le plan individuel du coup, et de sentir quelles sont les énergies qui sont présentes, voir comment elles influencent qui je suis, mais comment elles influencent aussi le monde dans lequel j'existe. J'aurais envie de dire... Après, tu me coupes, hein, et si je me trompe, n'hésite surtout pas, no problemo. En gros, tout est archétype. L'eau est archétype, terre est archétype, un signe astrologique est archétype, un dieu est archétype, parce que ça dégage... Chaque archétype, du coup, dégage quelque chose. Est-ce que c'est ça ou pas? Alors, je l'ai vulgarisé, hein. Par exemple. Je l'ai vulgarisé. Et c'est important de le faire parce que ça rend accessible. Et je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si on prend l'eau en sens l'eau qui coule dans la rivière, c'est ça. C'est quelque chose de l'ordre de la matière qui est relié à l'archétype eau symbolique. On est d'accord. Et nous aussi, parce qu'on est composé d'eau, on est relié à l'archétype symbolique. Ouais. En fait, ce qu'il faut différencier, c'est l'archétype en tant que monde de sens et comment est-ce qu'il se dégrade à l'intérieur de nous. Oui, donc, en gros... La rivière n'est pas l'archétype de l'eau, mais il est une manifestation. En gros, l'énergie de l'eau, c'est ce qui va arriver en nous, ça reste un archétype.
C'est mieux C'est dit. ça. Ah, Ouais. vous avez vu, j'ai réussi à le résumer. Ouhou. Non, mais c'est vrai que c'est de le vulgariser permet une accessibilité parce qu'on n'a pas toujours le vocabulaire. Et puis comme c'est une nouvelle vision, pour certains, pour d'autres apparemment ils l'ont et pas de souci, au moins ça permet de mieux comprendre et de se l'approprier. C'est ça. Et puis c'est tout l'objectif. C'est ça. Comment les mythes et les religions utilisent-ils les archétypes pour structurer leurs enseignements ? Alors déjà, ils peuvent pas ne pas le faire. C'est-à-dire que quand on parle de religion, on parle de mettre du sens dans nos existences et se relier à quelque chose de l'ordre du sacré. Donc forcément, ça passe par le symbole. Et le symbole, encore une fois, c'est le médiateur entre l'archétype et notre conscience. Donc le symbole, comment dire, par exemple, j'aime bien cet exemple de la sauge, quand je fais brûler de la sauge. Oh non, non, pas toi, pas la sauge. Non, mais je fais de la sauge de mon jardin, la sauge violette. Là. Ah. Je fais avoir des visions. Ouh, ça va. Ah oui, non. Tu m'as fait peur là. C'est important de ne pas consommer des choses qui est colonialiste. Je suis d'accord avec toi. Merci. Mais bon, quand je fais mon encens et que je le fais fumer dans ma maison, l'encens est un ancrage symbolique. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a une action. C'est-à-dire que faire brûler de la sauge, concrètement, ça fait rien. Mais par contre, l'énergie de la sauge est relié à un archétype de purification. Alors ça dépend de ce qu'on fait brûler, mais il y a chaque plante a une symbolique différente. Va libérer dans mon inconscient cette idée de purification. Donc en fait, je pourrais faire brûler un bout de papier et me dire que ça purifie, c'est pas le cas, parce que forcément ça sent mauvais. Mais le symbole, c'est un ancrage qui permet d'activer ma magie. C'est-à-dire que la magie, elle vient de ma capacité à percevoir le monde et à l'imaginer. Ouais, donc moi j'ai tendance à dire énergie, mais à la place d'énergie, on peut dire archétype. Ouais, carrément. En fait, c'est des flux de sens et d'informations. Ouais. Est-il possible de combiner un travail avec les archétypes et des pratiques énergétiques comme la magie ou la méditation ? Moi, j'aurais tendance à dire oui, avec ce que tu as dit, mais je laisse l'expert en parler. Je suis pas un expert, mais toute pratique, en tout cas, qui est orientée vers la recherche de connexion avec le divin en soi ou le divin en général, passe par l'archétype. En fait, c'est le canal de communication. Donc, qu'on fasse de la méditation, qu'on fasse un rituel, qu'on fasse une quiche avec la bonne intention, tout ça, c'est des outils qui nous permettent de travailler notre inconscient et de se connecter aux archétypes. Et c'est vraiment le passage de l'inconscient au conscient qui est important, parce que c'est ça qui ancre l'archétype dans notre réalité. Est-ce que les archétypes sont liés à nos vies passées, à notre karma, à nos âmes, à tout et tout et tout? Alors, je suis pas un expert des vies antérieures et du karma. Et en fait, si on va loin dans ce sujet-là, à mon sens, si je suis l'héritier d'une source unique, toutes les vies humaines sont dans mon existence. Normalement, ouais. Tout ce que tu as pu faire, normalement, est à l'intérieur. C'est ça. Donc, en fait, retourner dans des vies antérieures, en fait, toutes les existences passées et futures sont dans la même source. Donc, je ne comprends pas le concept d'aller chercher dans des vies antérieures. Après, faire une régression, effectivement, ça peut être intéressant pour aller contacter en soi des archétypes. Que ça soit rattaché à une vie précédente ou pas, en fait, peu importe, j'ai envie de dire. L'idée, c'est d'aller chercher ce dont on a besoin. Et voilà. Et donc, faites-le si c'est ça qui vous appelle. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas forcément de rattacher ça à une vie antérieure ou de se dire « Ah bah c'était mieux avant » ou peut-être que... Non, là, je suis d'accord avec toi. Les vies antérieures... Il y en a beaucoup qui essayent de le chercher parce qu'ils ont quelque chose en ce moment, ils savent qu'il y a un truc qui ne va pas. Peut-être que j'ai quelque chose à comprendre, peut-être que je n'ai pas fini un travail. Ok, mais ce n'est pas pour souffrir si vous avez déjà souffert. C'est pas pour dire « Ah, mais celle-là, c'était mieux ». Non. Ça doit à la rigueur vous aider pour maintenant, mais pas vous remettre en un autre état. Ça, c'est hors de question. Ouais, et c'est important d'avoir cette éthique-là, de se dire... Parce qu'en fait, je trouve que dans la vie, on a déjà assez de problèmes. Donc, aller chercher des problèmes de vie antérieure, en fait, ça dépend comment c'est fait et par qui c'est fait. Ouais. Et du coup, voilà, c'est la seule vigilance que j'ai envie d'apporter. Mais si ça vous appelle, faites-le, vraiment, c'est intéressant. Super. Quel est ton conseil pour ceux qui veulent commencer à explorer leur propre archétype ? Tu en as parlé tout à l'heure avec la brique, mais là, un peu plus approfondi. C'est pas une question facile parce que... chaque pratique va nous appeler d'une manière différente.
Oui. Et je trouve que la porte de la créativité, elle est intéressante. C'est-à-dire, là, j'ai une journée où j'ai rien de prévu. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Oh punaise, alors celui qui a une journée qui a rien de prévu, sans Oui, je sais, c'est difficile. Non, mais faut qu'on m'explique. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais qu'il y a des fois, quand au bout d'un moment, tu te sens trop happé, petit conseil, petit tips, si vous en avez la possibilité, je planifie une journée off. Mais vraiment. Carrément. À dire, non, là, je prends aucun rendez-vous, on fait rien. Même si le petit, il a envie de... Non, on fait rien. On reste à la maison, on fait rien. C'est ça. Ça permet de laisser émerger des choses dont on n'a pas l'habitude d'explorer. C'est ça. C'est rare. C'est pour ça que j'ai créé Estaria, c'est pour créer ces moments-là, en fait. On se dit, bah là, j'ai une soirée demain, je le mets dans mon agenda, et je prends le temps de vivre cette ouverture de mon inconscient, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été les sabbats. Parce que pour nous, à la maison, vraiment à titre familial, les sabbats, c'est jour férié. Trop bien. Et on se pose. Voilà. Bon, on ne fait pas rien, pour le coup, mais on se pose. C'est important. Ouais, puis pour moi, à mon sens, les juifs, la mythologie juive là-dedans, elle est forte parce que chaque week-end, et on vit ce truc familial-là. C'est tellement précieux. Je peux pas, j'ai Shabbat. Ah, mais trop bien, comment vous avez raison. Bonheur, quoi. Appelez-le comme vous voulez, mais faites-le. Vraiment, c'est ça. Un week-end, plus de technologie, vous vivez au rythme de la journée, quoi. C'est précieux. Ouais, c'est clair. Donc du coup, tu leur conseilles quoi? Hormis cette journée, voilà, off. Qu'est-ce que je vous conseille? Bah déjà, écoutez ce qui émerge. Là, j'imagine qu'il y a plein de choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont émergé. C'est important de les écouter, de les poser et de leur laisser de l'espace, en fait, tout simplement. Parce que souvent, on les note dans un coin de table et puis après, on se laisse entraîner dans le rythme de la vie. Et ça s'arrête jamais, en fait, ce rythme de la vie. Donc, en fait, c'est un vrai conseil. Prenez des temps pour vous arrêter et pour juste observer ce qui existe en vous, quoi. Et voilà, des fois, c'est pas facile parce qu'on est dans ce quotidien. Donc, ce que je vous conseille, c'est de trouver des espaces et de les réserver et d'avoir un cadre, en fait. Et c'est ce que je propose à l'extérieur, au final. C'est poser des cadres pour expérimenter ce sacré en nous, en fait. Certains archétypes sont liés à des entités ou des guides spirituels, tu penses? Bah oui, dans le sens où, à mon sens, le guide spirituel, c'est une identité qui a échappé au corps. Donc c'est lui aussi un ensemble d'archétypes qui est pétri par des archétypes, donc qui contacte des archétypes de manière peut-être plus directe que nous, parce qu'il vit dans le monde du sens. Donc oui, c'est important de faire appel à ces guides-là, parce que on pourrait dire que c'est des accélérateurs qui nous permettent d'accéder à des archétypes, et qui nous guident, donc forcément. Parfait. Pour clôturer, qu'est-ce que tu aurais à dire aux auditeurs? Je pense que le plus précieux aujourd'hui, et c'est ce qu'à mon sens apporte la sorcellerie, c'est de poser un regard bienveillant et sacré sur le monde. Yes. Et on a peu de temps pour le faire, mais vraiment ça peut vous apporter un bonheur incommensurable, et c'est assez simple au final. C'est juste une perception. Est-ce qu'il y a des moments dans ma journée où je peux changer de perception et observer ce qui est sacré autour de moi, même si je suis au travail, même si je suis dans le bus, il y a toujours une forme de sacré quelque part. J'adore. C'est bon, j'adore. Bon, je vais arrêter avec le surnom Nico, je vais dire Nicolas pour finaliser quand même, sinon c'est pas drôle. On va clôturer, donc merci à toi Nicolas pour cette plongée fascinante dans l'univers des archétypes et du Kabbale. C'était une émission riche en symboles, en pistes de réflexion, en clés spirituelles pour mieux comprendre notre place dans l'univers. C'était franchement très sympa. Merci à toi de m'avoir invité. C'était avec plaisir. Surtout, merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été présents pour cette nouvelle soirée 100% Witchy. Votre écoute, votre curiosité, votre fidélité font vibrer cette émission chaque semaine. Pour lundi prochain, je vous laisse connaître le nouveau thème via les réseaux sociaux. Restez connectés. À très bientôt dans l'émission 100% Witchy. Prenez soin de vous, suivez votre lumière intérieure et continuez à explorer les secrets du monde invisible. C'était Artemisia Wildy pour une parenthèse magique.